Oh oui, mes amis, on ne s'arrête pas, on continue, on est sur la lancée de peut-être transformer la série TLR Booking, la playlist hashtag TLR Booking, en celle qui a peut-être le plus de succès sur la chaîne. Oh oui, ou sans attendre forcément plus de succès, celle où il y a le plus de vidéos. Mes amis, comme je l'ai dit dans les récentes TLR Reviews et comme je l'ai dit dans le fallback, le rebond de Elimination Chamber, on a vécu un moment historique. Et même si beaucoup le sentent déjà, je le redis, je pense qu'on le sentira au fur et à mesure des années. Déjà, je viens de voir à l'instant, enfin il y a quelques dizaines de minutes sur Instagram, que John Cena est rentré dans le World Guinness des records en ayant eu le plus long run en babyface, gentil, dans le catch de l'histoire de la WWE. Et ça, c'est pas négligeable. Run de babyface qui s'est donc terminé samedi dernier à Elimination Chamber dans un événement, dans un segment qui a choqué beaucoup de gens et qui, je le redis, est rentré dans l'histoire déjà. Maintenant, le sujet de cette TLR Booking, oh oui, numéro 4 si je dis pas de bêtises, mais on va pas commencer à les compter. On en est déjà à plus de 110 TLR Reviews, on va pas se mettre à compter les TLR Booking, pardon. Mais le sujet de cette TLR Booking, donc, c'est quelle suite donner à cette storyline et plus précisément à cette alliance entre The Rock et John Cena, qui sont probablement, bon, ça c'est sûr et certain, deux des plus grandes stars de l'histoire du business, mais est-ce que John Cena ne serait pas sur le Mount Rushmore des catcheurs, alors peut-être pas des meilleurs catcheurs de l'histoire, mais des catcheurs ayant eu la plus grosse influence sur l'industrie? Je le crois bien, mesdames et messieurs, je le crois bien. D'ailleurs, si on devait faire ce Mount Rushmore, je parle juste sur l'influence, je parle pas du talent nécessairement in-ring. John Cena, The Rock, Steve Austin, Hulk Hogan. Facilement, je pense. Je parle d'un point de vue influence. Roman Reigns est pas loin, mais Roman Reigns n'est pas aussi ancien que les 4 autres qu'on vient de citer. Oh non. Donc, mes amis, allez, on va attaquer direct le vif du sujet. On va pas faire une intro qui dure 50 ans. Alors déjà, je pense très sincèrement... Alors, c'est mon ressenti. Mais pourquoi? Alors déjà, pourquoi je fais cette vidéo et surtout sous quel angle? Souvenons-nous que le but du catch, c'est tout simplement de faire de l'argent. Et pour faire de l'argent en catch, il faut créer une histoire qui va donner envie aux spectateurs, au public, de s'impliquer émotionnellement dedans et donc par conséquent de dépenser de l'argent. Ouh là là, il faut trouver le bon équilibre entre ni trop sombre ni trop clair. Et bien évidemment, c'est pas possible avec cette vidéo d'entrée. C'est pas grave, on va rester comme ça. Ouh, ouais, comme ça c'est bon. Alors donc, je disais, il faut trouver la recette qui va donner envie aux gens de s'impliquer émotionnellement dans ce que vous faites et donc de dépenser de l'argent pour soit venir voir les shows dans la salle, soit payer un abonnement sur Netflix pour regarder votre produit télévisé. Donc, partie de là. Qu'est-ce qui, en catch, implique émotionnellement les gens dans ce qu'ils voient à la télé? Le réalisme. Point barre. Le réalisme. Pourquoi? C'est pas une question de réalisme en mode il faut que les combats soient crédibles, parce que dans ces cas-là on regarderait du MMA. Mais il faut que les gens croient aux storylines qu'ils voient à la télé. Et surtout bien sûr dans les catcheurs et dans leur jeu, le jeu d'acteur-catcheur, que on voit à la télé. Pourquoi Steve Austin ça marchait tellement bien avec Vince McMahon? Parce que Vince McMahon était excellent dans son rôle de patron bâtard. Est-ce que c'était vraiment un rôle? Et Steve Austin avait le look, la gueule, le micro, l'attitude de l'employé rebelle qui envoyait des fuck à son patron et lui disait de fuck off et qui allait le tabasser tout simplement. Et donc c'est pour ça que ça marchait super bien. Pourquoi la NWO ça a aussi bien marché? Parce que c'était ultra réaliste. Vous aviez Scott Hall et Kevin Nash à l'époque qui venaient tout juste d'arriver de la WWF. Ça faisait vraiment une vibe d'invasion, de prise de contrôle de la WCW par des ex-WWE, et ils avaient promis un troisième homme. Et ce troisième homme, tout le monde était à des années-lumière de penser que ça serait Hogan. Hogan qui sortait d'un run de babyface de plus de 10 ans, voire 15 ans. Non, 10 ans je pense. Parce que Hulkamania avait commencé en 84, mon année de naissance, et en 96, donc ça a duré 12 ans. 12 ans
où Hogan était au sommet du business en tant que super gentil. Et tout ça a pris fin à Bash at the Beach en juillet, je crois bien juillet 96. Moment légendaire dans l'histoire du catch. Et nous avons vécu un autre moment légendaire samedi dernier, donc avec The Rock, qui prend littéralement l'âme de John Cena. Ça s'est vu sur son visage. Son visage avait complètement changé, je le redis. Hein. Regardez les vidéos réactions à le live et puis la TLR Reviews. Je sais même plus, est-ce que j'ai fait une TLR Booking le lendemain? Je sais même plus. Je fais tellement de vidéos, mes amis. Et donc, le jeu d'acteur de Cena était légendaire dessus. Et c'est ça qui a rendu le segment encore plus excellent. Bon, Cody Rhodes a été excellent dans sa vente. Hein. Par contre, l'autre, là, comme il s'appelle, Travis Scott. Alors, en toute franchise, d'un point de vue d'un catcheur, si c'est vrai qu'il a vraiment, parce qu'on ne sait jamais si c'est vrai ou faux, des fois c'est juste du kayfabe pour faire mousser des histoires, mais si c'est vrai qu'il a crevé le tympan de Cody et lui a donné un œil au beurre noir, gentiment, va te faire sodomiser. Et je suis sûr que t'aimerais ça. Vu le symbolisme de certains de tes, ou le symbolisme, ou même il y a un commentaire qui m'avait parlé, et c'est vrai, de son concert, là où il y avait eu plusieurs morts. On se demandait si c'était pas un autre rituel. Et en parlant de rituel, justement, c'est la vibe de cette storyline, donc où The Rock a voulu l'âme de Cody Rhodes, et au final, c'est celle de John Cena qu'il a eu, qui vraisemblablement a tout sacrifié pour maintenant, eh bien, techniquement, devenir une des plus grandes stars de l'industrie, aussi bien du catch que d'Hollywood. Et c'est ça qui est très important. Donc, partie de là, mes amis. Avant de rentrer plus dans les détails, je pense très sincèrement qu'ils devraient et qu'ils vont faire un groupe. Pourquoi un groupe? Pourquoi? Parce que déjà, alors, ça fait forcément comparaison, throwback, comme on dit en anglais. Remix, parce qu'en fait, si vous regardez bien Hollywood, aujourd'hui, ils font que des remakes. Ils font des remakes de tout, des plus grands films de l'histoire. Et donc là, en fait, vous feriez un remake de groupes légendaires comme la NWO, le New World Order, la Corporation, avec Vince McMahon, et alors je sais plus qui y avait comme membre dedans, The Authority également, même si c'est beaucoup plus récent, avec Triple H, il y avait Seth Rollins dedans, Kane aussi, si je dis pas de bêtises, Randy Orton. Bref, grosso modo, ce genre de groupe de heel qui s'associe au patron, même si NWO, bah oui, NWO s'était même mis avec Eric Bischoff à un moment, c'est ce groupe de heel qui veulent tout simplement prendre le contrôle d'une compagnie, en mode catch, bien évidemment. Et surtout, mais alors, donc, ça ferait cette comparaison avec ces anciens groupes, mais avec une vibe beaucoup plus crédible et réaliste. Pourquoi? Parce que c'est le but pour faire de l'argent. Un groupe, pourquoi aussi? Parce que ça dynamise les storylines et ça permet d'économiser les corps des catcheurs inclus dedans. Ça, c'est très très important, notamment quand on considère qu'il y a dedans quand même The Rock et John Cena. Je sais pas si The Rock va catcher, mais c'est pas exclu. Et je pense qu'ils veulent vraiment faire de l'argent. Un jour ou l'autre, ils le feront remonter sur le ring. Et John Cena, c'est pareil. Il est plus tout jeune. Il a plus de 20 ans de catch à son actif. Il faut économiser leur corps. Et les foutre dans des groupes, c'est la solution rêvée. Regardez Finn Balor avec le Judgment Day. Finn Balor ne catch quasiment jamais, mais en attendant, il est tout le temps à l'écran et on le voit tout le temps impliqué dans une voire plusieurs storylines, tout en sauvegardant son corps et en l'économisant, sachant que son corps aussi a pris cher à Finn Balor au fil des années. Donc, c'est ça, le groupe, non seulement ça permettrait de faire un clin d'œil à ces groupes légendaires que les gens vont automatiquement associer à ce nouveau groupe, et ça permettrait de dynamiser les storylines, parce qu'un groupe, vous pouvez faire tellement de choses avec un groupe niveau booking. Vous savez, bon, c'est pas pour comparer ce qui est pas comparable et garder en tête les bons niveaux, mais c'était pareil avec les francs-tireurs. Les francs-tireurs à la Rix, ça donnait tout le temps des storylines, tout le temps des promos à faire, tout le temps des ouvertures et des possibilités de storyline. Oh oui, oh oui, et ça, mes amis, c'est gold. C'est de l'or en barre quand vous êtes scripteur ou scénariste de show. Après, il y a un argument commercial aussi à faire un groupe, tout simplement parce que les gens, la mentalité de l'humain, surtout aujourd'hui, c'est la group identity mentality. C'est-à-dire que les gens s'identifient à un groupe beaucoup plus facilement qu'à un individu. Et donc, en créant un groupe et en fabriquant un t-shirt à l'effigie de ce groupe, les ventes de ce t-shirt exploseront, tout comme l'avait été celle du groupe NWO. Oh oui, oh oui. Donc, je porte à la fois un débardeur et le bandana. Oh oui, pas les lunettes. Les lunettes sont pas NWO, les lunettes sont TLR. Mais voilà, c'est ça pour vous dire, regardez, presque littéralement 30 ans après, la NWO continue à être un gros merch seller. C'est énorme. Donc, en faisant un groupe qui a de la gueule et qui a un bon potentiel commercial, même si c'est des heels, c'est pas grave, vous pourriez vendre, mettre en place la poule aux œufs d'or. Donc encore une fois, autant d'arguments pour faire un groupe. Parce que pareil, donc comme je vous le disais, pour en revenir au fait que John Cena, il va pas pouvoir sortir des matchs de 20 minutes tous les soirs. D'ailleurs, la preuve, la prochaine fois qu'il va apparaître, ça sera à Raw, à Bruxelles, le 17 mars.
Donc il va y avoir encore un Raw où on va pas le voir. Donc forcément il faut que chacune de ces apparitions compte, et pour cela il faut sauvegarder à la fois son corps et surtout sauvegarder ses matchs. Donc faire un groupe, ça permettra aux plus jeunes de catcher plus régulièrement en portant les couleurs de ce groupe, de faire avancer les storylines tout en sauvegardant les gros noms comme Cena et Rock. Donc ensuite, comme j'ai dit, il faut que ce groupe soit réaliste, et il faut que cette storyline soit réaliste. Et pour cela, il faut se baser sur la réalité, et c'est exactement ce qu'ils ont commencé à faire avec The Rock, qui demande à Cody Rhodes de lui vendre son âme. Pourquoi? Parce que maintenant, je pense que c'est un secret pour plus personne, et ceux qui osent encore contredire ça, c'est comme à l'époque, ceux qui parlaient du COVID quand on leur disait qu'il y avait énormément de mensonges à la télé, qui disaient mais non, t'es un complotiste. Ouais d'accord frérot, calme-toi. Aujourd'hui, tout ce que je redis, tout ce que disaient les complotistes à l'époque sur le COVID, eh ben ça s'est révélé être vrai. Donc tout ça pour dire, aujourd'hui, je pense que c'est un secret pour plus personne, et surtout après la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, que ce qu'on appelle les élites, qui sont élites uniquement si on les considère comme telles, ont la fâcheuse tendance, on va dire, d'idolâtrer tout ce qui est SATANIQUE. C'est leur façon de vivre, c'est leur façon d'opérer, c'est l'inversion des valeurs et d'inverser tout ce que la nature, ce que Mère Nature, ce que Dieu, ce que certains appellent Dieu, la source, le créateur, le grand architecte, tout ce que la source a fait, on inverse tout. Et donc, tout ça pour dire. Maintenant, de plus en plus de gens s'en rendent compte. S'en rendent compte dans les médias, dans les divertissements comme la chanson, Hollywood et le catch. Et donc, grosso modo, il faut vendre son âme au DIABLE pour rencontrer le succès. C'est bien aligné avec l'évolution des mentalités et des esprits, notamment en ligne. Étant donné que de plus en plus de gens parlent de cela ouvertement, aussi bien des stars qui se confessent, ou des gens qui disent, mais les gens qu'on considère comme des superstars, en fait, elles ont vendu leur âme, faire une storyline là-dessus, j'allais dire dans un sens, c'est du génie. C'est du génie pour deux raisons. Pourquoi? Parce que ça, en fait, je l'ai même pas mis dans mes notes, mais je vais vous le dire. Bon, parce que ça fait quand même pas mal d'années maintenant que, en tout cas, je ne veux pas dire que je m'intéresse à ce sujet, mais on va dire que ce sujet est venu à moi tout simplement. À travers diverses lectures et centres d'intérêt que j'avais, notamment les pyramides, les secrets cachés archéologiques, voire historiques, les entités biologiques extraterrestres, les ovnis, etc. Un jour ou l'autre, vous allez forcément tomber aussi sur ce genre de sujet qui est l'idolâtrie des gens plus ou moins vaguement importants dans ce monde pour SATAN. Donc, ou LUCIFER, c'est pareil. Enfin, c'est pareil, non, c'est pas pareil. Techniquement, c'est pas pareil, mais l'un comme l'autre, quand on va dans l'excès, c'est pas bien. Donc, tout ça pour dire, le truc, c'est que, donc, ils inversent les valeurs. Pourquoi? Parce que ils vont à l'encontre, ils veulent montrer tout simplement qu'ils sont plus forts que DIEU. Là aussi, je commence à plus dire le nom. Ils sont plus forts que Dieu. Et, parti de là, pour soulager la dette karmique qu'ils reçoivent vis-à-vis de ce blasphème et sacrilège, ils ont besoin de le dire en public. Ils ont besoin de se montrer en public à travers différents symboles et différents actes. Et en faisant ainsi, eh bien, ça soulège la dette karmique qu'ils ont. Parce que pour faire simple, un exemple très, très simple que j'ai souvent entendu quand je voyais des gens qui expliquaient cela. Si par exemple quelqu'un vous dit, si quelqu'un me dit, salut Tom, ce soir je vais venir te cambrioler à 22h et je passerai par ta fenêtre. Bon, si moi, et c'est ce que tout le monde fait quand il voit ça, quand il voit ce symbolisme à la télé ou dans les concerts ou dans les films. Si je prends ça à la rigolade en disant mais non, c'est pas sérieux, tu rigoles, allez, c'est bon, dégage, t'es un complotiste. Et que je ne ferme pas ma fenêtre, techniquement, si la personne qui m'a dit ça donc vient me cambrioler à 22h en passant par la fenêtre, mais que je n'ai rien fait pour empêcher cela, je n'ai pas fermé ma fenêtre ou je ne lui ai pas dit non, je ne veux pas que tu le fasses, parce que j'ai pris ça à la rigolade en disant mais non, c'est du complotisme, eh bien, techniquement, d'un point de vue karmique, en tout cas, je ne parle pas d'un point de vue de la loi, je parle d'un point de vue karmique, d'un point de vue des énergies, le mec m'a dit ce qu'il allait faire, il l'a fait, la faute est sur moi, parce que je l'ai laissé faire. Donc c'est comme ça en fait. Et donc bref, tout ça pour dire, c'est de plus en plus présent ça sur internet, de plus en plus de gens s'en rendent compte, et c'est pour ça que baser une storyline là-dessus, c'est du gold, parce que dans tous les cas, soit on pourra dire c'est une storyline, soit on pourra littéralement dire c'est pour alléger la dette karmique que font ces gens-là, ces célèbres acteurs et catcheurs, peut-être, je sais pas, moi, et vous savez, on m'a jamais proposé ça. Mais voilà, tout ça pour dire, c'est franchement, alors j'allais dire oui, du génie dans un sens d'avoir fait une storyline là-dessus, parce que c'est totalement d'actualité, et donc ça rajoute à son réalisme et à la crédibilité de la chose. Donc, partant de là, maintenant rentrons dans les détails. The Rock, c'est le boss. Ça, on sait que c'est vraiment le patron, c'est le boss. Donc il doit recruter. Il a recruté John Cena,
Et qui d'autre? Parce que donc si on fait un groupe, il en faut d'autres. Alors là, pas besoin de tourner autour du pot, je dis direct. Le premier membre qui devrait prendre, ça serait Seth Rollins. Déjà parce qu'il a le nom, parce qu'il a déjà le symbolisme dans tout ce qu'il fait, et également, Seth Rollins veut mousser à Hollywood. N'oublions pas qu'il a quand même il aurait dû être présent dans le film, si je dis pas de bêtises, Captain America, A Brave New World, qui à la base s'appelait New World Order. D'ailleurs, ils ont changé le titre en cours de route, et que ces scènes ont été supprimées. Donc Seth Rollins, lui aussi, veut se lancer dans le cinéma, sûrement parce que son corps fatigue, et parce qu'il se rend compte que, au final, Hollywood, c'est beaucoup plus facile que le catch. Bon, même si on est quand même loin de sa maison, en attendant, ça paye mieux, et on prend moins cher sur le corps. Croyez-moi, bon, je dis pas que j'ai joué dans pas mal de trucs, mais j'ai quand même fait pas mal de figurations et de films d'action et de scènes de cascade. Croyez-moi, si je pouvais faire acteur à temps plein, je le ferais plutôt que catcheur à temps plein de WWE. Mais c'est juste d'un point de vue pour le corps. L'énergie de la foule est différente. L'énergie qu'on a dans une salle de catch, c'est franchement totalement différent. Comme vous pouvez le voir, comme vous le verrez bientôt dans une TLRM, où vous me verrez sortir par la porte d'entrée et vous sentez direct les gens qui gueulent, c'est un truc de ouf. Mais bref, donc le premier membre, ça doit être Seth Rollins, parce que je le redis, il a totalement la vibe de ça, et il est ouvertement, je crois même qu'il avait fait une marque de vêtements à l'époque, si je dis pas de bêtises, il y a quelques années, qui était ouvertement, ou en tout cas très flagment, SATANIQE. Ensuite, il faut bien évidemment, alors moi c'est mon avis personnel, il faut mettre une femme dans ce groupe. Et alors là j'ai hésité. J'ai hésité parce qu'au début j'ai dit direct, mettez Rhea Ripley. Pareil, Rhea Ripley, par tous ses tatouages, par sa vibe, rentre totalement dans le groupe. En fait, ce groupe, ça serait une sorte de Judgment Day, mais done right, fait comme il faut, et avec une vibe ultra sérieux, même si c'était apparemment le cas au début de Judgment Day. Mais là, c'est Judgment Day à 100%, avec le volume tourné à 100 max. Donc, au début, je pensais Rhea Ripley, parce que la faire passer heel, ça serait énorme pour sa carrière, mais est-ce que la foule connecterait vraiment à Rhea Ripley heel? Et puis tout d'un coup, je me suis dit, mais non. Mettez Becky Lynch. Becky Lynch, la femme de Seth Rollins. Becky, qui, elle aussi, veut aller à Hollywood. Elle aussi, elle veut mousser à Hollywood. De toute façon, c'était un de ses buts dès le début, quand je la connaissais. Enfin, quand je la connaissais, oui, quand je la connaissais, parce que c'est pas comme si je la côtoie tous les jours. Comme à l'époque, quand on était ensemble au Performance Center, elle me disait... Un de ses buts, c'était de voir sa photo sur les billboards de New York City, de Madison Square Garden, de Times Square. Voilà, Times Square. Dans le sens, elle a déjà réussi parce qu'elle a fait quelques films quand même. Elle a été notamment Cyndi Lauper dans la série Young Rock. C'est pas un film, c'est quand même très très gros audimat. Et donc Becky, dans ce groupe, elle revient. Babyface, tout le monde est content. Et là, boum, le switch, elle rejoint ce groupe. Gold. Et là, pareil, alors là, elle se teint les cheveux en noir. Ouh là 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 là. Il faut de toute façon que les gars dans ce groupe changent complètement leur look. Sina, il se rase le crâne. Seth Rollins, éventuellement, lui aussi se rase le crâne. Ou alors, il se teindrait les cheveux en noir, un peu comme la Straight Edge Society de CM Punk, où les membres se rasaient le crâne. Et Becky, elle, les cheveux noirs à la Mercredi Adams. Ça serait énorme. Et donc, en fait, c'est énorme. Pourquoi? Parce que, gardons en tête cela. Pourquoi je parle beaucoup d'Hollywood et des gens qui veulent mousser à Hollywood dans cette vidéo jusqu'à présent? Parce que, qui est The Rock? The Rock, c'est probablement, je crois, aujourd'hui l'acteur le mieux payé d'Hollywood, le mieux payé au monde. Et donc, parti de là, le mec a sa propre société de production et c'est le patron de la WWE. Mes amis, avec une telle storyline et un tel groupe, on ferait, et ça leur plaira, au SATANIQES, ça ferait un groupe transmédia, transdivertissement. C'est-à-dire qui partagerait, qui irait du catch à Hollywood. Écoutez-moi, les catcheurs de ce groupe seraient de plus en plus mis en avant à Hollywood, ou en tout cas dans des films américains, donc dans les films produits par The Rock, et cela donnerait à la storyline une toute autre dimension beaucoup plus réelle, comme si en fait ils avaient vraiment vendu leur âme pour le succès. Parce que le truc c'est ça, imaginez une storyline où tous les membres du groupe, en tournant, à tour de rôle, on les voit apparaître dans des blockbusters de The Rock. Alors je sais pas si d'un point de vue vente de tickets, ça serait top de mettre des heels en tête d'affiche de film, mais en attendant, imaginez le truc. Le truc c'est tu vends ton âme à The Rock, et ben tu vas jouer dans minimum 5 films. 5 films box-office, des films d'action, des films que The Rock va promouvoir à travers toute la planète. Je vous le dis, c'est ce que je vous dis, j'en ai des frissons, c'est une storyline transmédia, enfin transmédia dans le sens qui passe du catch à Hollywood et vice versa, de Hollywood ça repasse au catch. Tout comme d'ailleurs là, avec la fusion TKO, on veut passer de la WWE à l'UFC et vice versa. Ça serait énorme. Et le truc c'est ça qui est bon, parce que
Même en disant ça, je me demande même si Drew McIntyre, on ne devrait pas le mettre dedans. Enfin voilà, c'est un truc de fou. Mais le truc, c'est attention, il faut toujours garder en tête, donc encore une fois, pour faire de l'argent en catch, l'argent en catch, il faut non seulement donc que ce soit réaliste et crédible, mais il faut une opposition perpétuelle entre le bien et le mal, ou en tout cas entre le gentil et le méchant. Et donc, partie de là, la grande question, c'est si on fait un tel groupe avec autant de pouvoir et autant de très très bons catcheurs ou catcheuses dedans, qui pour les opposer? Parce qu'après, il y en a aussi, alors je redis, parce que bon, je parlais de Rhea Ralenti, Becky Lynch, Nia Jax, why not? Mais Nia Jax, je sais pas si elle a vraiment la... Déjà, si elle serait OK pour faire cette storyline. N'oublions pas qu'elle s'était fait libérer de son contrat parce qu'elle avait refusé de subir une expérience expérimentale médicale, et comme beaucoup d'ailleurs à cette période-là. Et donc le truc, c'est il faut, s'il y a un groupe avec autant de gros catcheurs ou catcheuses dedans, qui pour les opposer? Alors déjà, clair et net, pareil, il va falloir un groupe de babyface. Alors peut-être pas un groupe officiel, mais il va falloir une bande de babyface. Déjà, clair et net, on a Cody Rhodes, et qui va devenir, et qui devient, de toute façon, le babyface ultime en ce moment. Énorme. Le passage de flambeau de John Cena à Cody Rhodes est magnifique. Parce que toutes les bases ont été couvertes, comme on dit en baseball. Ensuite, bien évidemment, CM Punk. CM Punk qui n'a pas la langue dans sa poche et qui, lui, va pouvoir balancer au micro. Et maintenant, alors là, pareil, c'est ouvert. Randy Orton, je le vois bien dans ce groupe, parce que Randy Orton, c'est pas un gars qui va aller à Hollywood, il l'a déjà dit. Lui, c'est le catch dans le sang. Donc Randy Orton, vous le mettez dedans. Éventuellement, Rhea Ralenti, Rhea Ripley, si elle reste dans le catch. Et, quitte à être fou, mes amis, quand la storyline a bien avancé, j'ai envie de dire quand tous les espoirs sont finis et que tous les babyface se sont fait défoncer, laminer, et qu'il reste plus que The Rock debout, vous savez qui on ramène? Et là, je le redis, j'en ai presque des frissons. Stone Cold Steve Austin. Le rebelle éternel. Stone Cold Steve Austin pour l'affrontement final, parce que Stone Cold sera le seul qui sera capable de terrifier The Rock. Et qui représente, je le redis, la figure anti-autorité ultime. Pourquoi? Parce que, souvenons-nous de l'histoire, The Rock a enfin battu Stone Cold Steve Austin à WrestleMania 23, si je dis pas de bêtises. Mais jusqu'à présent, Rock ne pouvait pas battre Steve Austin. Steve Austin, son éternel rival, aurait une pop de fou. Je vous dis, imaginez la scène, tout le monde domine, The Rock est au sommet, il y a tous ces bras droits, comment on dit? Ces sbires? Non, pas ces sbires, c'est les suppôts de The Rock, pour pas dire les suppôts de SATAN, sont là, dans le ring, et là d'un coup on entend le verre qui se brise, et enfin c'est pas du tout le bruit d'un verre qui se brise, mais Stone Cold Steve Austin arrive, et tout le monde, Rollins, Drew McIntyre, Cena, Becky, ils essayent tous de l'arrêter, chaque fois ils se prennent des stunners, et il arrive enfin dans le ring face à The Rock, et là on a un WrestleMania moment, un throwback, un clin d'œil au passé, mais un truc qui en plus a du sens, parce que je le redis, ce groupe de heel, ça va représenter l'autorité ultime, l'autorité à laquelle vous devez vendre votre âme pour réussir, chose que Stone Cold n'a, alors j'allais dire jamais fait. Oui, un jour ou l'autre, il a rejoint Vince McMahon. Mais d'ailleurs, ça j'en parlerai à la fin en conclusion. Mais alors pareil, en parlant de Vince McMahon, donc on a Stone Cold qui arrive et il faut un gros stunner à The Rock et boum, tout le monde est content. Et alors après, je sais pas comment la storyline se termine. Ça dépend déjà s'ils le font comme ça. Mais, je me dis, ce qui serait encore plus énorme. Alors là, c'est moi qui pars en sens dans tous les sens. Mais soyons fous, mes amis. Ce qui serait encore plus énorme, c'est qu'à la fin de l'histoire, quand on pense que le Rock est au sol, que le Rock a perdu, ou que Mo-Rock a perdu, au final, on se rend compte qu'il y avait une figure dans l'ombre derrière ses agissements. Tel Palpatine derrière Darth Vader, on se rend compte que derrière les agissements et derrière le comportement de The Rock et les paroles de The Rock, The Rock agissait sous les ordres, le commandement de Vincent Kennedy McMahon. Mes amis, j'en rigole parce que je me dis, vous savez, ils sont tellement fous les Américains, que si Vincent Kennedy McMahon se fait innocenter, je crois ça a déjà été fait, ou c'est bien parti pour, je sais pas, j'en ai aucune idée. Et je redis, j'en suis pas là à dire il est coupable, il est pas coupable. Moi je parle d'un point de vue purement catch et divertissement, d'accord? Ils sont tellement fous que s'il se fait innocenter, ils seraient capables de le ramener un jour. Ça serait, je sais pas s'il serait capable de TKO, mais imaginez la storyline.
The Rock, il s'en prend plein la gueule, il est au sol, et là, tout d'un coup, on découvre que dans l'ombre, c'était en fait, il faisait tout ça pour redorer l'image, ou en tout cas pour, dans un sens, redonner à VKM, Vincent Kennedy McMahon, le contrôle de la compagnie. Parce que je vous dis, s'il y en a bien un de ce qu'on a appris de son procès, de ses agissements, s'il y a bien une personne qui est assez diabolique, et ben c'est VKM, ok les amis. Le heel ultime. Le heel ultime, bon, aussi bien Vincent Kennedy McMahon que ce groupe de heel, ça serait énorme, mes amis. Ça serait énorme. Et donc, juste pour rebondir là-dessus, mes amis, comme je disais tout à l'heure, Steve Austin, oui, il a déjà fait un heel turn. Et je me suis posé la question de me dire, mais pourquoi le heel turn de Steve Austin, quand il a rejoint Vince McMahon, n'a pas été aussi important que celui de John Cena qu'on a vu? Ou celui de Seth Rollins, quand il a trahi Roman Reigns, qu'il a attaqué Roman Reigns pour briser le Shield. Pourquoi ça n'a pas autant choqué les gens que John Cena? Ben, en fait, c'est très simple, c'est comme je l'ai dit, John Cena était babyface pendant plus de 20 ans. En fait, le truc, c'est le temps. Le temps de durée du run de babyface de John Cena, ou même d'Hogan, pour le sien, parce que Hogan, c'était presque 2 fois moins, c'était une bonne douzaine d'années, eh bien, c'est ça, c'est le temps pendant lequel ces personnes sont restées babyface qui rend ce turn, ces heel turn, celui d'Hogan en 96 et celui de Cena en 2025, aussi légendaire. Et c'est pourquoi, quand on a une telle un ballon d'or dans les mains, j'espère très sincèrement que la WWE va maximiser au maximum le potentiel de cette storyline. Et mes amis, c'était la TLR Booking numéro 3. J'ai laissé mon esprit vagabonder et je me suis demandé, ben moi, qu'est-ce que je ferais à leur place? C'est ce que je viens de vous exposer dans cette vidéo. Si vous l'avez aimé, eh bien n'hésitez pas, s'il vous plaît, à la partager, à commenter et à la liker. Abonnez-vous à la chaîne, mettez la petite cloche pour être prévenu des nouvelles sorties de vidéos, parce que par exemple celle-là est un imprévu, une hors-série. Elle n'était pas prévue, mes amis, et elle sort ce soir sur la chaîne Tom Laruffa. Mes amis, gardez la foi, gardez les vibrations hautes, gardez le bel esprit, et je vous dis à bientôt pour la TLR Reviews de SmackDown ce week-end, et la semaine prochaine, une grosse semaine pour la chaîne. Je vous en dirai plus dans la prochaine vidéo. Oh oui, oh oui, ah oh.